sommes lundi. Merci d'être en notre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Avec beaucoup de plaisir, en espérant que vous avez passé un bon week-end. Nous, on vous offre l'occasion, ce soir, de partager avec nous les moments de télévision en rapport avec l'actualité. Bienvenue dans le Grand Talk. Et ce Grand Talk a ce soir, comme chroniqueur, Madame Edith Bro-Bleu. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Brice. Comment allez-vous? Très, très bien. Très, très bien. Très bien. Cette tenue est d'origine Yakuba. D'origine Yakuba et c'est de la créatrice Olivia Pires. Et j'ai décidé chaque lundi maintenant, c'est une annonce officielle, de porter une matière, un textile local ou bien une tenue traditionnelle ivoirienne. C'est très bien ça. Voilà. Vous avez décidé ça? C'est un effort que je me suis donné pour la promotion. Voilà. Effet Canex. Exactement. La promotion du tissu africain. Oui, du tissu ivoirien principalement. Exactement. Non, pas uniquement Yakuba. D'accord. Je suis Agni aussi. Mais c'est ce que je revendiquais. Au-delà du tissu, c'est la culture ivoirienne. La semaine prochaine, ça sera pour les Agni. Les Akon, pardon. Et si vous pouvez rappeler à Rihanna le principe de la présentation. Tu ne parles pas quand la caméra n'est pas sur toi. Bonsoir Rihanna, comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Bien, et vous? C'est une magnifique tenue que vous arborez là ce soir. Merci, merci. Très très belle, je peux vous le dire. Très 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 belle. Merci. Ah, vous avez décidé, vous, tous les lundis de mettre des décolletés tous les lundis. Voilà, je promets. Chacun a son truc, voilà. Ça va donner une raison aux gens de regarder l'émission, une raison supplémentaire. Lundi, Yakuba pour... c'est très bien. Rihanna, oui. Décolleté pour Rihanna. Alors, tout ça, bonsoir, comment allez-vous? Je note. Pour Rihanna. Voilà. C'est très bien. Notre compromettre maison. Oui. Alors, tout ça. Bonsoir. Vous avez noté déjà? Oui, je prends note. Lundi, donc, tenue traditionnelle pour Madame Bleu. Et je vous transmettrai après pour vérifier. Oui, c'est ça, Rihanna. Donc, il reste... Voilà, Pascal. Le lundi, quel est l'engagement vestimentaire? Quel est votre engagement vestimentaire du lundi? Je m'engage tous les lundis à ne pas être là. Pascal. Ça marche pas, on dirait. Non, pas du tout. Ça marche pas, ça marche pas. Mais ça dépendra de Cynthia, sinon le rouge, c'est bien pour commencer la semaine. En rouge, le lundi. On fait comme Pour ça. Pascal, c'est noté. Bon, bah allez, rouge tous les lundis. Magnifique. Je note, je Qu'avez-vous note. noté? Donc, Yakuba pour Edith. Tenue traditionnelle ivoirienne. Tenue traditionnelle, très bien, traditionnelle, ivoirienne. Et décolleté à la Nicki Minaj pour Rihanna. Nicki Minaj, c'est un peu trop. Bon, disons un petit décolleté, quelque chose qui parle. Voilà. Magnifique. Qui parle. Donc, pour Rihanna. Pour Rihanna. Et en rouge et en noir peut-être aussi. Oui. Pour Pascal. Voilà. Très bien, c'est noté. Une dominante de rouge Je crois pour les lundis. que ça va se gâter. Je suis convaincu que ça va se gâter. Pour la Non, suite. ça c'est sûr, ça va se gâter. Je ne vais pas tenir ma promesse. Daouda Koulibaly est avec nous, Sa Majesté, mesdames, messieurs. Toujours. Comment ça va, Oui, ça va, Daouda. Bon, votre j'ai pas d'engagement avec quelqu'un. Daouda va porter une jaquette. Donc, Le rebelle de la Médina. Non, c'est pas une question de rébellion, mais je pars du principe que je m'habille au feeling avec ceux avec quoi je me sens le plus à l'aise. Aujourd'hui, c'est un jacket que je me sens à l'aise avec un t-shirt. D'anniversaire. Voilà. Bon, tu vas pas parler de ça, s'il te plaît? Si. Non, tu vas pas parler de ça. Ah, c'est un t-shirt d'anniversaire. C'est un t-shirt d'anniversaire où il y a écrit quelque chose dessus, mais je ne peux pas en Non, parler. mais là, c'est non. vrai, c'est vrai. Non, Voilà. mais il a brisé le mystère, Très bien. là. Il peut au Ça moins... Bon, donc, chaque lundi, Daouda célèbre quelque chose avec un t-shirt. Non, allez, j'ai jamais dit Mais ça. tu viens de le dire. J'ai dit c'est Il y a un un t-shirt anniversaire. d'anniversaire, mais c'est pas mon anniversaire. Très bien. D'accord, très bien. Bon, Voilà. Bon. et chez vous, téléspectateurs, comment allez-vous? Vous pouvez nous écrire sur nos pages des réseaux sociaux, Facebook et autres, pour nous dire votre état d'esprit en ce lundi, en regardant ce rendez-vous-là avant, bien sûr, qu'on aborde les différentes questions de notre déroulé ce soir, lundi, qu'on vous souhaite des plus agréables. Bon, les amis, ce lundi, je retrouve Jessica avec beaucoup de plaisir pour son point, sous vos ovations, mesdames, messieurs. Très bien, mesdames, messieurs. Voilà. Ça fait plaisir qu'on m'applaudit comme ça. Ben oui, je. Jessica, Bonsoir. bonjour, comment allez-vous? Je vais super Bien bien. votre et vous? lundi? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Seulement que j'ai un contrôle ce soir, donc Bon, j'y ça va- pense beaucoup. Ça va bien se passer, ça va Oui, bien se passer. j'espère, mesdames, Je vous messieurs. promets que le contrôle se déroulera bien et que toutes nos bonnes énergies sur ce plateau vous accompagnent. C'est ce que j'espère. Avant de Inch'Allah, démarrer mon point, Inch'Allah. j'ai une petite question pour Allez-y. vous, Brice. Est-ce que quand vous étiez élève ou étudiant, vous avez participé à des journées carrières
pour un peu vous informer sur les métiers à venir? Non, jamais. Jamais? On n'a pas eu cette chance. Malheureusement, c'est lorsqu'ils sont sur les bancs qu'il faut offrir à nos enfants toutes les informations utiles qui les guideront sur leur parcours et surtout qui leur permettront d'adopter des choix plus éclairés. Quelle école pour quel citoyen ivoirien? C'est le thème de la 10e édition des Journées Carrières lancées ce 25 novembre dernier à Dzopé en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné. Cette année, l'accent a été mis sur 2 secteurs d'activité pourvoyeurs d'emplois, notamment l'architecture et la pisciculture. C'est tout le sens de la tenue des Journées Carrières qui constituent un forum de présentation aux élèves, aux étudiants et au grand public et aussi des offres de formation sur différents cursus, sur les exigences, leurs débouchés et des emplois. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, et les autres autorités présentes ont par ailleurs partagé leur parcours inspirant avec les enfants en les exhortant au travail, bien sûr. Bon courage les enfants. Très bien. Et Journée puis- carrière, donc, c'est très bien. ça. Je trouve que c'est très bien. C'est très, très bien. Et puis ailleurs, l'oiseau bleu est libéré. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, mais aussi l'un des plus fantasques. Pas un jour sans faire parler de lui. Elon Musk défraie la chronique. Il a racheté Twitter à 44 milliards de dollars. Il a tout de suite licencié sans ménagement la moitié du personnel. Il a rétabli le compte Twitter de Donald Trump et celui du rappeur américain Ye, anciennement appelé Kanye West. On se pose des questions. Faut-il avoir peur? Elon Musk, l'homme qui défie la science, rassure les annonceurs en affirmant qu'il voulait permettre à toutes les opinions de s'exprimer sur le réseau social sans pour autant en faire une plateforme infernale et sans pour autant permettre à tout le monde de dire tout et n'importe quoi. En attendant, on espère voir ce qu'il fera de cette nouvelle puissance qui est désormais la sienne. Ce sera tout pour moi pour ce soir. Je vous souhaite une excellente émission et puis à bientôt. Merci Jessica. Bon contrôle à vous. Bonne chance. Merci. Vous reviendrez vendredi nous dire comment ça s'est passé. J'espère bien. Voilà. Composition de passage. Vous vous en souvenez. Tiens, ma fille qui est au CP1 a une composition de passage. Et on lui a donné un 8 juste parce que la barre du A n'était pas oblique. 8 sur 10? Oui. Ok. J'ai jamais su que la barre du A avait besoin d'être oblique. J'ai toujours pensé que ça faisait ça. J'ai même vu je suis allé sur Internet, je me suis renseigné, j'ai même vu des barres, des A qui n'avaient pas de barre. Donc, je me suis dit, je vais discuter avec son institutrice pour qu'on évoque un certain nombre de points. Bon, les amis, notre grande révision, eh bien, avant ça, je voulais qu'on dise quand même, et ça, c'était important qu'on le fasse en début d'émission, je voulais qu'on dise quand même félicitations à mon cher frère, à notre frère à tous, Monsieur André Bois, eh bien, qui s'est marié le week-end dernier. Voilà, c'était André Bois. Bravo, André. Voilà. Bravo André, c'était magnifique, hein. C'était très très beau. André a été magnifique, son épouse également. Ok, merci, s'il vous Très plaît. belle cible. Oh, ils sont tout beaux là. Ils sont magnifiques. Ouais, c'est adorable. Oh. C'est Yacouba. Edith, t'aimes bien les Yacouba ce soir? Mais Voilà. je suis Yacouba par procuration et par alliance. Ouais, ok. Tu me regardes pourquoi? Bon, allez, les amis, j'ai pensé lundi, aujourd'hui, pour ma grande révision, qu'on ferait un petit exercice. Il est de retour, Charles Blé-Goudet. Il est de retour, donc on va même regarder en image du jour tout à l'heure les images de son retour. Mais avant, en petite révision, je me suis dit, et qui c'est qui pouvait, parce que pour ceux qui ont regardé son discours d'arrivée, eh bien, il nous a servi ce qu'on attendait, un proverbe, ou sinon des proverbes. Alors je me suis dit, tiens, sur ce plateau, on avait fait un petit tour de proverbes quand même, hein, histoire de se plonger dans l'ambiance de ce grand retour. Cette séquence s'appelle Mon grand-père m'avait dit. Un proverbe bien africain. Hein, parce que, oui, vous avez un proverbe africain. Je vais commencer par Daouda, je crois qu'il est très inspiré, les lundis en général. D'accord, mon grand-père m'a toujours dit que si tu ne travailles pas pour tes parents, tu ne travailles pas pour tes frères et sœurs, tu travailleras pour ta bourse. Ok, Voilà. d'accord. Va chercher à Tu as comprendre. bien fait pour ta bourse. Tu as compris? C'est mon grand-père qui dit des choses comme ça. Oui, oui. Il dit si tu ne travailles pas pour donner de l'argent à manger à ta famille, tu travailleras pour ta bourse. Très bien. Je vois le genre de conversation que vous avez avec votre grand-père. Pascal. Alors, s'il faut trouver un proverbe, mon grand-père m'a toujours dit que l'étranger avait souvent les yeux plus gros que le ventre. Waouh, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On se comprend, n'est-ce pas? On se comprend.
Les yeux plus gros que le ventre, très bien. L'étranger a souvent les yeux plus gros que le ventre. Rayana, votre grand-père vous disait quoi? Bon, je vais encore casser l'ambiance, c'est pas forcément mon grand-père qui me disait ça. On sait, même Voilà. quand Blé Goudé le dit, on est sûr que c'est pas son grand-père. D'accord. Façon de parler. Donc, Votre grand-père disait. c'est deux mains qui se lavent. C'est ça que j'aime beaucoup ce proverbe, c'est deux mains qui se lavent. C'est deux mains qui se lavent. D'accord. Ce C'est sont, deux ce, mains ce sont qui deux se mains. lavent. Ce Ah, sont deux deux mains. Ce sont deux mains. Ce sont deux mains Ce qui sont se deux lavent, mains. d'accord. Parce qu'elle a pu imaginer que c'est deux mains qui se Oui, lavent. Ça dit, non, c'est deux- ça, Je rigole, Rayana. Non, c'est vrai que j'ai imaginé ça. Madame Bleu, vous avez déjà sorti votre proverbe? Non, Pardon? pas encore. Non, pas encore. Un proverbe Yacouba? Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Oh, C'est- il y a oh là des là. fois deux fois deux. On peut mettre la musique, ça va accompagner ça. Non, j'ai pas connu mes deux grands-pères, donc... Oui, mais c'est pareil pour façon vous, de Rayana. parler. Oui, voilà, en fait, non, je c'est un peu le sais, principe. il fallait que je sorte ça aussi, tu vois. Yacoub. Donc, je dirais Elle tout en profitait. simplement... Non, Yacouba, ça sera compliqué. D'accord. C'est un peu lourd. Donc, je dirais tout simplement que l'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide. Ouais. L'eau chaude, n'oublie pas Qu'elle a été froide. C'est fort, hein, c'est puissant. De toute façon, elle redevient profond, froide hein. après. Hein. Oui, l'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide. Ouais, Ouais. ça veut dire quoi? réfléchir. Mais on n'oublie pas d'où on vient. Ah, juste ça. Juste On a besoin de aussi, parler de l'eau c'est chaude, tout ça, vous dites ça. Oui, c'est ça les proverbes qu'elle a à la blé goudé. Bon, et puis là, quand même, il était important qu'on termine par un proverbe de Monsieur Alain, tout ça. Ben, il se trouve que j'ai le même grand-père qu'Edith. Tu vois, on est liés. Bon, elle nous disait ici qu'elle avait perdu ses deux grands-pères. Oui, mais justement. Ah, vous êtes d'accord, ok. Ben voilà. Mhm. Donc, Tu vois, on voilà. crée nos proverbes aussi. Mais jamais oublier d'où on vient. Hein. Un proverbe dit. Oui, mais le même que le Ah, sien. il avait un seul proverbe. en fait. Oui, oui, mon grand-père. Mon grand-père n'était pas très posant. Bon, très bien. Et toi, Brice? Mon grand-père, il était roi. Merci. Donc, oui aussi. D'accord. oui, Il devait avoir de grands proverbes. Si. Il disait, c'est l'œil gauche qui voit ce que l'œil droit dit. Ah, vraiment. Ah bon. Ton grand-père, il a cherché. Ah bon, d'accord. Regardez les images de Charles Blé Goudé à son arrivée. C'est notre image du jour numéro 1. Charles Blé Goudé foule le sol de son pays, de sa terre natale. Commentaire. Quand vous avez vu ces images, Madame Bleu, le samedi dernier, qu'est-ce que cela vous a évoqué? Mais j'imagine son émotion, j'imagine l'état dans lequel il se trouvait au moment de descendre les quelques marches donc, de l'avion. Et c'est quand même 10 années pendant lesquelles il n'a pas vu ses parents, sa terre natale. Il n'a pas vu son pays. Et je pense que c'était un geste symbolique très, 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 très fort pour lui. Et il fallait qu'il le fasse, en fait. Bon, je ne peux pas employer le terme, c'est un peu fort quand même, mais bon. Oui, baiser le sol, voilà, tout simplement. Si. Voilà, Le ça pape sent le pas. faisait. Le pape le faisait, il baisait le sol, voilà. Oui, la lecture de cette image, elle était à prévoir aussi. Ça fait mal. Charles Blé Goudé est dans la posture de celui de l'enfant, un peu de l'enfant prodigue qui revient. Il revient sur une terre qu'il a quittée il y a quand même 11 ans dans les conditions que nous connaissons. Tout le monde savait qu'il allait baiser le sol en atterrissant. Un vol Air Côte d'Ivoire symbolique parce qu'il aurait pu prendre un vol commercial européen et puis venir. Mais là, il est passé par le Ghana, si mes informations sont bonnes. Donc, il y avait cette liaison Air Côte d'Ivoire qu'il a fait atterrir à l'aéroport à 11h25 le samedi 6 novembre. Et puis, il fait ce geste symbolique, ce geste fort, parce que l'histoire du moment et l'histoire à venir le veut. Donc, aucun étonnement dans ce geste-là, qui est un beau geste Oui. pour toute personne qui a été éloignée dans les conditions qu'on sait de son pays natal. Très bien. On va en faire le tour. Hein. On a parlé de cette image-là, mais je vais aller au-delà avec vous, Daouda, de l'image. On parle un tout petit peu de l'accueil qui a été réservé à Charles Blé Goudé. Ah, en tout cas, comme Boga, Maître Boga le disait sur ce plateau, Docteur Boga le disait sur ce plateau, je pense qu'il a été accueilli de façon sobre à l'aéroport avec à peine il y a 10 personnalités qui l'ont accueilli, notamment Simone Yves Gbagbo, Daniel Boni Claverie, Afin Guessan, Angeline Kili et autres qui l'ont accueilli. Son cortège est parti tout simplement jusqu'au niveau de Yopougon. Arrivé au niveau du Sable, son cortège a été stoppé net par une foule en liesse qui l'attendait.
Après, il est avancé encore, arrivé au niveau de l'Institut des aveugles. Le cortège s'est encore arrêté parce que la foule ne cessait de grossir. Il attendait sous cette pluie battante. Il attendait sous la pluie et il leur a rendu cette détermination-là qu'ils avaient, qu'ils ne voulaient pas perdre de l'attendre en fait. Il est sorti sous la pluie, trempé jusqu'à l'os, jusqu'à ce que lui et le cortège partent ensemble jusqu'à la place CP1. C'était vraiment beau à voir. Il y avait beaucoup d'émotions dans cet accueil-là, au niveau de Yopougon. Alain, Daouda évoquait tout à l'heure les personnalités venues accueillir Charles Blé Goudé. Y a-t-il un symbole dans le choix de ces personnalités ou surtout dans l'accueil, dans la présence de ces personnalités? Oui, je pense que très clairement, Charles Blé Goudé est un peu adoubé par ceux qui sont en dehors de Madame la ministre Monique Laverry, ceux qui sont en rupture de banc avec le président Gbagbo. Donc c'est l'autre aile de ce qu'on appelle le FPI qui l'accueille aux côtés de ses amis. C'est aussi une forme de, comme on dit, de libération. Parce que longtemps, on l'a considéré comme sous couvert du président Gbagbo. Et aujourd'hui, il a trouvé peut-être une nouvelle famille politique qui fait partie de l'opposition, mais qui n'est pas celle menée par le président Gbagbo. Donc c'est aussi une symbolique forte qui annonce, à mon avis, peut-être une recomposition un peu plus claire du paysage politique en Côte d'Ivoire. Très bien. Rihanna? Une recomposition plus claire du paysage politique, ça c'est sûr. Et je pense qu'au-delà même de voir le citoyen revenir au pays, je pense qu'on est tous curieux même en tant que journalistes de voir ce que son arrivée va changer dans ce paysage politique. Quelles premières actions est-ce qu'il va poser? C'est vraiment le questionnement que moi j'avais depuis tout ce temps. Quelle image est-ce qu'il va nous laisser en tant qu'homme politique? Très bien. Je crois qu'au-delà de l'image, hein, de l'accueil, de son retour, on va évoquer un tout petit peu le discours, hein, léger décryptage hein, du discours de Charles Blé Goudé à son arrivée. Bon, je passe ce silence, le baiser à son épouse, hein, quand même. Je pense qu'on a évoqué le baiser à la terre-mère, mais bon, il y a celui également à son épouse, quand même, qu'il fallait souligner. Mais Blé Goudé, comme je le sais, c'est un homme des symboles. Depuis qu'il était dans la galaxie patriotique, beaucoup d'actes, il posait beaucoup d'actes qui étaient assez symboliques. Et comme pour ceux qui sont ancrés dans la politique, je parle sous le couvert de Alain, vous savez que la politique, c'est une succession de symboles, en fait, des symboles forts. Et son arrivée, en fait, il a démontré par assez de symboles. Quand tu regardes Blé Goudé dans sa voiture, sous la pluie, la main en croix, et pendant ce temps, tu vois, il lève le doigt au ciel pour dire que c'est Dieu qui lui permet de revenir chez lui. Franchement, je dis, Blé Goudé, c'est le symbole en personne, quoi, avec les proverbes qui vont avec. Donc, c'est un peu ça. Bon, alors, je vous permets d'écouter un extrait de l'intervention de Charles Blé Goudé à la place CP1. À tout de suite. C'est pendant la saison sèche que l'arbre compte les feuilles qui lui sont restées fidèles. Quand tu marches, il faut marcher droit. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher droit. Je suis allé en votre nom.
Bon, je vous avais annoncé donc, une intervention, un extrait de l'intervention de Charles Blé Goudé, vous l'aurez noté en fin d'élément, mais plutôt, on en a revu les images de Charles Blé Goudé à l'arrivée, accueilli par la personnalité qu'on a évoquée, mais enfin tout ce qu'on avait évoqué avant. Rana avait juste remarqué, c'est Daouda qui a remarqué juste quand la différence, il y avait le signe de croix, qu'on n'avait pas évoqué. Voilà. Bon, à côté de ça, avec Pascal, justement, on s'était posé une question pour revenir, avant de revenir au discours, on s'était posé la question de la mobilisation à la place CP1. C'est vrai que si les images qu'on avait, est-ce que cette mobilisation était totale? Je dis, est-ce qu'il y avait 5 000, 6 000 personnes au niveau de la place CP1? Difficile à dire. Non, bon, difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire 5 000? Je pense qu'il va falloir qu'on demande à la police parce que la police aura ses chiffres. Les organisateurs aussi auront leurs chiffres forcément. Donc, si ça, on va attendre le retour. D'accord. Voilà. Premier élément, donc on va essayer de décortiquer, je disais rapidement, le discours de Charles Blé Goudé. Premier élément de son intervention, les remerciements. Remerciements aux partis politiques, aux leaders de la FECI, aux anciens responsables de la FECI, à la jeunesse qui était présente. Merci au président de la République, remerciements. Daouda? Non, en tout cas, dès sa sortie d'aéroport, même dans la voiture, il a dit merci à tout le monde d'être venu et qu'il est content d'être là déjà. Mais il remercie au-delà même des partis politiques le président de la République parce qu'il dit dans son discours que s'il est là aujourd'hui, c'est grâce au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement, avec qui il a eu de très bons rapports. Jusqu'à la dernière minute. Voilà. Et il est parti plus loin dans son discours pour dire que son devoir était d'accompagner aujourd'hui en fait le processus de paix. D'ailleurs, il a donné des idées sur le contour de son retour dans la politique ivoirienne en fait, sur l'arène politique. Et il a dit, je souhaite citer, je ne suis pas de passage, je suis venu ici pour de bon. On fera un meeting politique sur cette même place et j'aborderai tous les sujets. Votre chef est arrivé, il est là, vous n'êtes plus des orphelins, a-t-il lancé. Donc, voici ce que Blé Goudé a tenu comme message. Oui, d'accord. Ensuite, bon, là, vous avez fait un peu le tour. Je m'arrêtais déjà sur les remerciements. Un point particulier donc, du remerciement, de la séquence remerciement de Charles Blé Goudé au chef de l'État, parce qu'il dit, avec anecdote à l'appui, la veille de son arrivée, encore, heureusement, d'ailleurs, il a envie de dire, qu'il était en contact avec les autorités, et ceci a démontré que l'appel à son retour était un appel franc. Oui, je pense que cet appel était franc et sincère depuis le départ. C'est vrai qu'il y avait des tractations qui prenaient un peu plus de temps que prévu, mais je pense que le véhicule, il était lancé. Donc le véhicule de son retour était lancé et les autorités avaient à cœur de pouvoir faire de ce retour une véritable réussite, en fait, finalement. Et s'il subsistait un doute concernant donc la sincérité, parce que souvent les gens te disent, on te dit viens, mais ça peut être viens parce qu'on a envie de t'arrêter. Non, je pense que les autorités ont donné toutes les assurances possibles pour le rassurer. Mais il le dit justement, la preuve avec l'incident au Ghana, ça prouve que jusqu'au bout... Oui, de la même manière qu'ils l'ont fait pour le président Laurent Gbagbo, je pense qu'ils lui ont donné toutes les assurances également pour le rassurer que son retour se ferait dans de très bonnes conditions et qu'il ne serait pas menacé par quoi que ce soit. Il évoque la question de la traîtrise, qu'on aurait pu imaginer qu'il est traître. Vous avez entendu ça dans le discours? Oui, mais depuis que Blé Goudé était aux Pays-Bas, les gens avaient commencé à dire qu'il est traître et tout. Mais quand on le veut ou non, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans l'opposition, dès l'instant que certaines personnes ont décidé on ne peut pas les freiner, en fait. De prendre une autre position, automatiquement, il y a des docteurs en traîtrologie. Non, je préfère dire ça comme ça. C'est eux qui savent qui sont les traîtres, qui sont les félons, qui sont les Judas. Bon, en même temps, si vous avez pu discuter pour rentrer, pourquoi Blé Goudé ne discuterait pas aujourd'hui avec le gouvernement pour rentrer en Côte d'Ivoire? Très bien. Voilà, c'est comme ça qu'il a fait comme tout le monde, en fait. Donc moi, je ne sais pas où est-ce que les gens voient des traîtres, en tout cas. Après, c'est juste des supputations. Mais bon, on sait très bien les conditions. Quand je parle de conditions, comment donc, les membres du PPACI le voient. On voit un peu les difficultés qu'il y a avec, j'oublie son nom, Damana Picasse. Damana Picasse. On voit toutes les piques qu'il lui envoie depuis l'annonce de son retour. Mais moi, la question que j'ai envie de poser ici... Donc, il y a vraiment des difficultés et j'espère que son retour va permettre de faciliter et d'apaiser, en fait, on va revenir à ce point parce que Rana l'évoquait déjà, la question de son retour. Alors, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, en fait... Moi, c'est plutôt la forme sur laquelle je souhaiterais intervenir.
Le choix déjà de la place CP1, qui est une place symbolique, qui évoque quand même un certain nombre de rassemblements et certaines périodes de l'histoire de notre pays. Bon, je suis un peu surpris par ce choix. Et puis la deuxième chose, concernant la forme, c'est la tonalité de son discours, qui est en totale démarcation avec le ton, la tonalité des propos qu'il tient sur les chaînes internationales lors des interviews, qui laissent penser qu'il y a un Blé Goudé nouveau, etc., où la parole est délivrée différemment. Or là, il a le droit de retrouver le Blé Goudé d'avant. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème de calage du point de vue de l'expression politique. Mais il a mûri quand même. Non, je ne suis pas encore à ce stade-là. Je parle d'une forme un peu plus, je veux dire, mûrie. On ne sait pas, on verra bien. Mais ce que je vois me ramène quand même. Mais Alain, pour revenir à votre point, déjà concernant le choix de la place CP1, docteur Boga Javin, que nous avons reçu ici, avait évoqué la non-disponibilité de certains espaces, notamment le Palais de la Culture. Donc je pense qu'ils ont dit c'est un tout petit peu... C'est pour ça, justement. C'était pour ça. Donc ça, c'est pour essayer de répondre, en tout cas selon eux, à cette question. Et après, concernant le ton de la voix, peut-être que toutes les autres occasions où nous avons vu ce Charles Blé Goudé dit nouveau, étaient les occasions où il parlait à des journalistes. Et là, on a retrouvé un Charles Blé Goudé sur le terrain. Le tribun qu'on connaît. Oui, galvanisé par la foule. C'est pas ça oui, qui justifie le décalage dont vous oui, parlez. oui, mais bon, je pense que c'est un tout. Hein. On ne fait pas le choix en disant j'ai une expression quand je suis à la place CP1 et puis une autre quand je suis... Non, vous avez une expression quand vous parlez en studio et vous avez une expression quand vous parlez en public. En même temps, même vous qui avez un ton très posé, quand vous serez en public, vous n'aurez pas le même débit. Un peu, presque. Non, mais Brice, je peux comprendre les interrogations de notre ami Alain, parce que aussi Boga, Dr Boga avait insisté sur le fait que ce rassemblement à la place CP1 ne serait pas un meeting, ce sera un moment de communion. On s'attendait donc à pas de grandes annonces, juste des phrases de retrouvailles, juste la communion. Et puis, il y a quand même eu, si je regarde les articles qui ont émané, on parle déjà, on a certains titres déjà qui disent Blé Goudé crie à la traîtrise et dit qu'il va se venger, etc. Voilà, il est parti un peu vite. Donc il faut aussi, mais même ceux qui retranscrivent après ses propos, il faut faire attention. Je pense que c'est pas parce qu'il cria au moment où il le disait dans le micro qu'il vient crier à la vengeance quand il revient. Donc je peux comprendre les interrogations d'Alain, parce que je suis sûre que nombre d'entre nous ici, à un moment donné, se sont revus quelques années en arrière avec le début de la phrase qu'on commence et la foule qui termine. Ce sont des souvenirs heureux pour certains, malheureux pour d'autres. Mais je suis certain que fondamentalement, et on aura l'occasion de le voir, l'homme politique qu'il est nouveau en de nombreux points. J'ose l'espérer. C'est vrai que cette image, je l'ai vue aussi en une fraction de seconde tout à l'heure et j'ai eu le même ressentiment. Mais finalement, est-ce que c'est la forme? Je veux dire, Blé Goudé aussi est aimé pour une certaine signature. Il a une certaine façon de s'adresser au peuple que finalement ce peuple aime. Donc si aujourd'hui il peut l'utiliser pour être un outil de réconciliation, en tout cas c'est ce qu'il annonce être prêt à faire, s'il peut garder justement cette forme et l'utiliser justement pour amener à la réconciliation, pour amener à de vraies valeurs, pour amener vraiment à faire grandir en tout cas toutes ces personnes à qui il s'adresse de cette façon. Après le changement dont on parlait, peut-être que c'était pas forcément un changement de temps, c'était peut-être un changement de contenu. De contenu, et je pense que c'est... On aura l'occasion de voir en fait. Mais justement, le fond, rien à dire, je veux dire, c'est conforme à ce qu'il a promis. En disant je viens pour la réconciliation, il a redit, etc. Moi, c'est juste dans l'expression. Mais je pense que c'était quand même encore On a peur de se retrouver quelques années en arrière. Et comme Pascal l'a dit, généralement, ce type de message, on le délivre une semaine après. C'était juste quelques propos d'accueil. De toute façon, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de ce n'est pas le message, vu qu'il dit, je suis venu, je vais boire d'abord de l'eau, et puis je vais dire des choses. D'ailleurs, pour conclure sur le sujet... ça aurait suffi même déjà. Voilà, pour conclure sur le sujet, donc, il invite, en tout cas dans ses propos, la presse dans les prochains jours à une conférence de presse. Pendant 1 heure, il crachera ses vérités, dit-il, parce qu'il est très en colère, dit-il. Il est très en colère. Non, mais en tout cas, le vrai combat pour lui commence maintenant. C'est ça.
Après, on va regarder la suite de son agenda. Est-ce que ça va être... Je pense qu'il a eu le temps de se préparer quand même. Voilà, ça va être des rencontres. On a une équipe qui le suit de très très près avant justement son passage sur ce plateau-là. Merci. Et puis bon retour à Charles Bégoudé, c'est un fils de Côte d'Ivoire qui retourne. On a un peu porté, et ça faut, je veux le dire, on a un peu porté la question de son retour quand même depuis de nombreux mois. Même Oui, bien sûr. On l'a beaucoup sur ce traité. plateau. Et donc nous, on est particulièrement heureux qu'un fils de ce pays, peu importe qui l'aime, voilà. Donc il y a d'autres qu'on attend. Voilà. Oui, on espère. Et Enfin, il y en a C'est plus pas le beaucoup, premier, c'est pas le premier geste du gouvernement sur les retours. C'est vrai qu'il y a eu les grands retours Laurent Gbagbo, il y a eu les grandes libérations Simone Gbagbo, il y a Blé Goudé, mais il y a aussi les Koné Katinan, il y a eu le retour de plusieurs exilés. On a toutes ces personnes qui sont venues. Ça constituait aussi un gage, puisqu'on en parlait. Est-ce que s'il revient, mais les autres, certains ont réintroduit l'administration, donc on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés. Oui, je pense qu'effectivement, Blé Goudé l'a dit. Sinon, c'était pour terminer. Exilés politiques. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est Pascal qui a relancé, donc je vous permets de... Oui, puisqu'il n'y a pas du gouvernement, effectivement, quand même souligner et insister sur l'esprit d'ouverture des autorités. Parce qu'il y en a, Daouda le disait, on parle de traitisme, mais comment voulez-vous qu'ils reviennent sans qu'il y ait eu quand même un minimum d'accord avec les autorités? Et quand on obtient ce point d'accord, il faut dire merci. Voilà, je pense que ce n'est pas l'expression d'une trahison. Et puis d'ailleurs, il aurait trahi quelle cause? À un moment donné, il faut arrêter aussi. Franchement. Voilà, c'est un jeune garçon qui a passé quand même 11 ans en exil, en prison. Il a le droit de se reconstruire. Et c'est lui seul qui connaît les modalités de cette reconstruction personnelle. Voilà, c'est à lui seul qu'il doit rendre des comptes, pas à des partisans politiques. Et puis on a noté que Charles Bégoudé a affiché clairement sa volonté de vouloir rentrer au pays. Et il aura travaillé, donc a mis toutes les conditions de son côté pour que ce retour-là puisse être effectif. Et cela a été le samedi dernier. Bon les amis, on va progresser. Et j'ai même envie de dire, et pendant ce temps, en Guinée équatoriale, Monsieur Obiang Nguema réélu pour un 6e mandat. Il faut le faire quand même. Faut le faire. Détenant ainsi un record. Un record, c'est cela, Daouda? Non, vous n'avez pas le record? Non, je n'ai pas le record. 29 ans 49 ans Non, de la longévité. Il a le record mondial de longévité. C'est ça, un chef d'État encore vivant. Non, mais moi, je pense que c'est le choix du peuple de Guinée équatoriale qu'il faut respecter. Réélu avec 80, vous parlez de choix, réélu avec 94,9% des voix. C'est ce qui est choquant. Mais de toute façon, après, si la Constitution, si la Constitution n'interdit pas qu'il se représente à plusieurs reprises, qu'il n'y ait pas de limitation de mandat, ok. C'est vrai que le score pourrait paraître un peu stalinien. Stalinien, si c'est le score. Farfelu. Oui, si c'est le score, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si le candidat en face ne fait pas le poids. Moi, je ne sais pas quel est le problème en fait, avec le fait que le monsieur soit à son 6e mandat, il est élu à 94%. Moi, je n'y vois en fait, pas. aujourd'hui, je veux dire, moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que la démocratie à l'européenne ou à l'occidentale, est-ce que ça marche forcément dans tous les pays d'Afrique? Non, en fait, le problème, c'est que ça ne marche pas quand on n'est pas éduqué. Vous posiez la question, elle a peut-être une... Oui, en fait, la raison pour laquelle la démocratie ne marche pas, c'est qu'on n'éduque pas assez à la démocratie. C'est qu'on a fait en Afrique de la démocratie un autre concept. C'est-à-dire la démocratie, c'est je peux enchaîner 6 mandats tant que j'ai 93% de voix. Excusez-moi, moi, quand je lis cette actualité, j'ai honte pour l'Afrique. J'ai honte qu'on soit à se complaire en disant que, bah oui, puisqu'il a été voté à 93%, bah c'est cool, il a son 6e mandat, non. Mais que dit la Constitution? Moi, je suis d'accord avec vous sur le plan de la loi, sur le plan des constitutions, il n'y a pas de problème. C'est respecté, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, au-delà de la Constitution, nous sommes des humains, nous avons une certaine éthique et j'estime que les hommes politiques, il est là depuis 1979, je veux dire, l'éthique constitutionnelle est censée évoluer depuis 1979. Donc à un moment, je pense qu'il faut prendre le pas pour essayer d'instituer un changement mais quelque part. Vous dites ça, mais peut-être que vous pouvez vous dire également qu'il y a 94% de personnes qui l'ont choisi. En tout cas selon les chiffres, de personnes en Guinée équatoriale. 400 000 voix. Voilà, 400 000 votants. 400 000 votants qui se disent, écoutez, peut-être que c'est l'homme de la situation, et eux-mêmes,
Que ça ne les dérange pas, rien que ça. Voilà, Mais tout c'est simplement, bien non. ça le problème. Moi, je pense que C'est là où je parle veux dire, d'éducation. Oui, non, peut-être. Il était à la tu as ta tête d'une vision- coalition tu as de ta près vision de la démocratie d'une comme quinzaine de partis. comme elle devrait l'être sur le plan occidental. Mais comme on le dit, les chiffres sont là. Les populations ne se sont pas. Elles traduisent le choix des populations. On Ces dit chiffres, souvent non, c'est ils traduisent. on a les dirigeants qu'on mérite, tout simplement. En tout cas, je n'ai pas eu écho de manifestations dans les rues pour dire non à cette réélection, pour dire non à ce 6e mandat. Il est réélu, les chiffres sont présents. Il n'y a pas eu de... Je pense qu'il y a eu forcément des observateurs internationaux. Il n'y a pas eu d'entache. contre ça. La vraie question, de la vraie problème question, sur l'élection, quand on finit de parler peut-être. des La chiffres, vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à un point où justement c'est normal de voter pour son 6e mandat? Pourquoi est-ce qu'on dans Mais c'est un aux pays populations on de arrive voter. au Non, mais la vraie question non, que je là, vais on poser- arrive au la point vraie question où que il n'y je a vais pas poser, s'il vous d'offre, plaît, il n'y a pas Rayana, une autre Rayana, offre qui fasse Rayana. le poids. Mais c'est Oui, ça non, mais qu'il il a la faut, tête d'une l'opposition forte. quinzaine, Si l'opposition n'est pas forte, de partis. et Mais la qu'elle vraie n'invite pas les question, populations à je voter. peux la poser la question, s'il vous plaît. Vas-y, Brice. Merci C'est toi qui beaucoup. dirige en plus. Merci, merci, vas- madame. tu vas y Merci arriver. beaucoup. Tu as ton troisième Le temps de- mandat. Je vous laisse le temps de ranger la tenue, la magnifique tenue. Mettez vos idées en place, comme il disait. La vraie question à se poser, c'est est-ce que ces 94,9% de voix 93. liées aux votants, est-ce que c'est la vraie expression du peuple équato-guinéen? Alors, l'une des réponses, ça pourrait être pourquoi ça ne le serait pas. Je peux comprendre les frustrations de Rayana qui dit et tous les arguments qu'elle a avancés. Je voudrais qu'on mette la démocratie, comme tous les autres systèmes de gouvernance, au banc de nos réalités. Vous disiez qu'à ce stade, on n'a pas encore eu de manifestations, etc. Vous avez parlé même L'ambiance était d'observateurs calme. étrangers. Oui. Quand il y a des élections aux États-Unis, en Belgique, en France, vous vous demandez s'il y a eu des observateurs étrangers? Certes, vous pourriez me dire qu'eux n'ont pas des élections controversées qu'on a l'habitude d'avoir à certains endroits de notre continent et pas partout. Mais enfin, on n'a pas toujours besoin d'observateurs étrangers. D'ailleurs, plus, il ils aurait sont pu là. demander En plus, des ils sont observateurs des de la observateurs. CEDEAO, tout simplement. Ça fait aussi tout aussi bien des observateurs. Mais moi, je ne suis absolument pas choquée de la réélection de M. Théodore Obiang Nguema. Parce que si physiquement il le peut, parce que j'imagine que la constitution du pays doit peut-être demander, et je l'espère, un bilan médical. Et pourquoi il n'irait pas jusqu'à un 10e mandat? Je sais que ça peut choquer, mais cette panacée démocratie qu'on veut nous servir à toutes les sauces, à tout bout de champ, très sincèrement, il faut qu'il y ait une reconsidération Alors, des choses. j'ai 3 points. J'ai 3 points, c'est surtout la définition de la démocratie, donc l'expression du peuple. Mais d'accord, le peuple dit, c'est celui-là qu'on a peut-être choisi. Le deuxième point, c'est à propos d'observateurs. Pour revenir à la réponse, peut-être qu'on n'a pas d'observateurs aux États-Unis, quoi que j'imagine. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir qui finance nos élections, une partie des élections. Quand les gens vous donnent leur argent, ils disent, on vous donne notre argent pour vous aider à organiser vos élections, mais on veut avoir un œil, parce que c'est nous qui vous donnons l'argent. C'est souvent comment vous utilisez cet argent. C'est le bon prétexte pour autre chose. Troisième point, j'ai évoqué la question de est-ce que c'est effectivement la voix du peuple, le choix du peuple? Parce que est-ce que vous entendez parler suffisamment d'une certaine opposition en Guinée équatoriale, Alain? En Guinée équatoriale, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de partis politiques qui sont hors la loi. Que le gouvernement a mis hors la loi. Donc, ils sont interdits de citer. Et on peut dire que la coalition des 15, c'est ceux qui sont d'accord avec lui. Très bien. Donc, déjà, ça met un bémol sur ce qu'est la démocratie en Guinée équatoriale. Donc, je ne dis pas que c'est un D'où la pays nécessité démocratique. d'éduquer. Je dis simplement que si la majorité des votants, des 400 000 votants, l'a choisi et qu'il prédestine à un pays stable et en paix, où la justice est pratiquée, ça peut déjà être un bon préalable. Alain, je vous écoute. Écoutez, je ne sais pas. Bon, on fait un procès en sorcellerie au président Obiang. Je rappelle que, on l'a dit tout à l'heure, il a été élu à 94,9%. Et c'est le choix du peuple, tout comme c'était le choix du peuple en octobre ou novembre 2020, quand le président Ouattara a été réélu à 94%. Donc je pense que ce n'est pas l'ampleur du score qui fait forcément la qualité d'une élection. Ce sont les conditions de l'élection. Le président Obiang était à la tête d'une coalition de partis politiques qu'il soutenait dans le cadre de cette campagne-là. Et je pense une fois encore qu'il faut respecter ce choix parce qu'on aime chaque fois reporter à
d'autres réalités démocratiques, etc. On a quand même eu la chancelière Merkel qui est restée de longues années au pouvoir. Ça n'a jamais choqué enfin grand monde. Et même en Côte d'Ivoire, le président Oufouette est resté au pouvoir pendant 33 ans quand même. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'il y a des dirigeants qui ont des liens particuliers avec leur peuple. Moi, je connais la Guinée équatoriale pour y avoir une entreprise. Et les conditions d'expression démocratique ne sont pas pires qu'ailleurs sur le continent. Bien entendu, quand vous avez des opposants qui utilisent la voie des coups de force militaires pour tenter de renverser un pouvoir plutôt que de construire une vraie alternance politique, il est normal qu'en face, les autorités prennent leurs responsabilités. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, ici, on accepterait que des opposants aient recours chaque fois à des tentatives de déstabilisation de l'État? Non. La démocratie, c'est un ensemble. Il y a un pouvoir, il y a une opposition, chacun doit faire son travail. Bon, en tout cas, vous dites tout ça, c'est très bien. Ça nous ramène au chameau qui se moque du dromadaire, qui se moque de la bosse du chameau. Bon, j'aime bien ce proverbe. Quand je m'apprête à vous dire que finalement, vous dites votre tout ça, grand-père... mais bon, c'est ça. Voilà, vous avez trouvé le proverbe finalement. Le grand-père. Bon, voilà. Donc, après, j'ai eu d'autres proverbes que je vais vous lire donc, en retour de pub. Parce que nos internautes ont été formidables. Ils nous ont ramené des proverbes à leur sauce. Bon, on marque une courte pause avant de poursuivre. Théodore, pour l'instant... C'est le nouveau président de voilà, c'est tout. Et la Guinée équatoriale. Voilà. Il fait bon vent. Il aurait pu signer en bas, et c'est ça. Et ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Qui veut. Aussi. On marque une courte pause et derrière, nous avons notre invité. Donc, on va évoquer la question du forum universitaire du livre 2022. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Je suis en compagnie, effectivement, de Sa Majesté Daouda. Je ne suis plus premier. Daouda. Je détestais justement ce premier. Ce premier. Oui, parce que quand tu dis premier, je me dis derrière, il doit y avoir un deuxième, un troisième. Donc, vous voulez donc je vais rester Théodoro Obiang Nguema. J'ai failli compléter ta phrase. Voilà. Un monarque. Oui, Sa Majesté. Je comprends pourquoi. Voilà, c'est bon. Daouda, je ne sais pas si vous le savez, mais avant la fin de l'émission, on finira par lire tout ce que vous avez sur votre t-shirt. Non. Parce que là, il y a un premier mot qu'on a noté, c'est Non. C'est uneven. Ah, c'est d'accord, ok. Uneven. In heaven. Ah, in heaven. Au paradis. Il y a B-E-E-R, je ne sais pas si ça se lit in heaven. Vers la fin. Vers la fin. Voilà. C'est ça. On vous envoie là-bas. Merci Pascal d'être dans notre compagnie, Rayana. Madame Edith Broubleu, Monsieur Alain Toussaint nous a rejoint, Docteur Josué Armandja. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes promoteur donc, du président du comité d'organisation du Forum universitaire du livre 2022. Alain, comment ça se dit? Le FUL. Le FUL, Il est bien content. On dirait plutôt le faux livre. Ah, mais voilà. Pour la promotion de la culture livresque et des ouvrages universitaires pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est le thème de cette première édition. Déjà, l'idée d'organiser un forum du livre, cette idée-là repose sur quoi, docteur? Ben, merci de nous inviter déjà sur votre plateau. Et cette idée est née il y a quelques mois. Seulement? Oui, quelques mois. D'accord. Parce que je suis certes enseignant au département de géographie, mais je suis aussi diplômé de l'Institut national des arts et de l'action culturelle, l'INSAC. Très bien. Et je suis conservateur de bibliothèque également. Ah ouais. Je suis directeur de la bibliothèque centrale de l'Université Alassane Ouattara. Très bien. Et à notre prise de fonction en février, nous avons quand même fait le tour de tout ce que nous avons trouvé en place, mais il était important pour nous, après évaluation, d'aller vers les usagers et de vraiment faire la promotion de notre fonds documentaire. Voilà, et c'est l'une des idées que nous avons utilisées pour pouvoir y arriver. Et le forum se tiendra les 1er et 2 décembre au campus 1 et 2 de l'Université Alassane Ouattara, vous en parliez, avec plus de 300 invités et participants attendus. Quand on vient à un forum du livre, on s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des livres. Qu'est-ce qu'il y aura au cours de ce forum? Ben, c'est une première. Voilà, si je puis dire, c'est vrai qu'on entend très souvent parler du salon ivoirien du livre en Europe et autres. Donc c'est un forum parce qu'on a plusieurs activités. Si je puis le résumer, c'est vrai qu'on part d'abord pour la première journée, le jeudi 1er. On aura certes la cérémonie d'ouverture, mais avec cette cérémonie d'ouverture, nous aurons également une conférence inaugurale. L'après-midi, nous aurons un panel de haut niveau. Ce panel de haut niveau qui sera, dont la modératrice est la vice-présidente Théoa.
Et nous avons sur le même plateau rassemblé des acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a un écrivain, un enseignant-chercheur, un représentant de l'association ivoirienne, l'association des écrivains de Côte d'Ivoire et un non-écrivain également. Donc c'est un plateau où l'on discutera de comment on fait la promotion des ouvrages des enseignants d'université. On parle, oui. Oui. Oui, vas-y. Moi, j'ai vraiment une question sur la cible. C'est-à-dire que quand vous dites Forum universitaire du livre, j'imagine que la cible, ce sont les étudiants, c'est bien ça? Oui, en premier, les étudiants et, enfin, en un mot, la communauté universitaire. D'accord. Parce que quand on dit communauté universitaire, c'est tous les acteurs du secteur. D'accord. Voilà. Donc les étudiants, et même le corps enseignant Le et corps tout ça. enseignant, Mais est-ce que la cible ne devrait pas être plus large quand on sait que pour vraiment donner le goût du livre et pour faire la promotion, je veux dire, de cette bibliothèque-là, on devrait aller en dehors de ces universités où ces livres existent déjà et sont déjà un peu promus? Oui, je dirais oui et non à la fois parce que cette activité elle est ouverte. Et nous, on ne s'arrête pas, nous ne nous arrêtons pas seulement sur l'activité scientifique. On a aussi un autre espace qu'on appelle aussi l'espace du marché du livre. C'est un espace où il y aura à la fois des stands, il y aura des éditeurs, il y aura les auteurs eux-mêmes, il y aura des livraires. Et il y a cette animation-là que nous allons créer pour que, à la fois les étudiants, nous avons aussi invité les différents établissements de la ville de Bouaké. Je pourrais citer entre autres le lycée Djibo, le lycée 1 et 2, le lycée Grand Bahut, le collège moderne Saint-Viateur. Donc il y a aussi cet espace-là que nous ouvrons aussi aux élèves de l'espace. Vous avez un ancien élève, Maïmike du lycée Djibo, l'ancien qui va venir. Mais bon, on va sortir de la manifestation pour revenir à une problématique. Vous dire aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes Ivoiriens aiment lire? Première question. Et la seconde, elle est en rapport avec l'état même de... Vous êtes conservateur, donc vous pouvez me dire, l'état de nos livres aujourd'hui. Est-ce que les gens, l'outil papier, le livre, intéresse les gens aujourd'hui? Parce que je vois que vous avez une tablette. Merci. Quel paradoxe. Merci. Dites-moi un tout petit peu. Est-ce que nos livres sont en bon état et est-ce que les jeunes, les étudiants aiment lire aujourd'hui? Bien, je vous réponds franchement. Voilà. Un constat. Très bien. Un constat, quand je prenais service au service de la documentation de l'information scientifique et technique, après avoir consulté les chiffres de fréquentation, l'université de Bouaké compte 25 000 étudiants inscrits. Il faut faire la différence entre étudiants et inscription. Alors, si on parle d'inscription, il y a double inscription. Un étudiant peut avoir deux inscriptions. Donc, mais en tant qu'étudiant, on a environ 25 000 étudiants. Les statistiques nous donnent 1972. Je retiens bien. Auditeurs, usagers. Quand on fait le gap, ça ne fait même pas 8%. Donc, vous avez la réponse. Ouais. Peut-être qu'ils n'y vont pas parce que les livres aussi ne sont pas de bonne qualité. Donc, deuxième question. Je dirais pas. Ils ne sont pas attractifs. En bon Non, état. je ne dirais pas. Attractif. Je pensais à cela peut-être. Dès le départ, moi-même quand j'étais ancien, que je n'avais pas la fonction, à ma prise, nous avons fait la mise à jour du fonds documentaire. Il y a environ 1 mois et demi, nous avons diffusé un catalogue matière sur l'ensemble des différents canaux qu'on pouvait utiliser auprès des enseignants. Première observation, certains collègues, mais certains étudiants sont étonnés. Tiens, nous ne savions pas que vous aviez ces documents-là à la bibliothèque. Donc, d'abord, peut-être qu'il y avait l'approche avec la bibliothèque. Deux, l'on qui ne fréquente pas la bibliothèque parce qu'il a déjà une idée arrêtée pour dire il n'y a pas la documentation qu'il faut, je n'y vais pas. Ou les livres, moi, les livres. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, la bibliothèque universitaire d'Alassane Ouattara, l'université de Bouaké, a quand même un fonds documentaire bien fourni et nous sommes à même de pouvoir quand même servir tous les étudiants. Très bien. J'ai deux petites questions pour le grand public, en fait. Est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est qu'un ouvrage universitaire? Parce qu'il y a différents types d'ouvrages. Il y a des manuels scolaires ou d'autres types d'ouvrages. Mais spécifiquement, c'est quoi un ouvrage universitaire? Et la seconde question, est-ce que par rapport aux autres universités en Afrique de l'Ouest, les universités ivoiriennes produisent beaucoup de livres? Oui, nous produisons, parce que moi je suis universitaire, nous produisons beaucoup, mais c'est la mise à disposition de ces documents-là. C'est-à-dire que nos propres étudiants n'ont pas vraiment la connaissance ou acquérir nos ouvrages, comment accéder à nos ouvrages. Ça, c'est de un. Est-ce que c'est pas cher? Cher, je ne dirais pas trop bon. Ça va dépendre des bourses. Un ouvrage, même que ce soit un roman, certains ouvrages au minimum, 10 000,
15 000 Les de nos ouvrages francs. universitaires, en moyenne, c'est combien? 15 000. 15 000. 15 000. Parce que ça peut être un ouvrage, je peux dire typiquement lié à une matière, à une étude qui a été menée. Et cet auteur-là, dans la spécialité, met sur le marché de l'ouvrage. Ça peut être aussi une étude qui a été menée et qui est reconvertie en un ouvrage. Donc, pour la matière, on peut vous dire, dans votre spécialité, on vous demande d'acheter cet ouvrage-là parce que cela va vous servir comme élément bibliographique ou bien pour approfondir le cours. C'est différent d'un ouvrage, je vais dire quelconque, je ne citerai pas de nom, mais romanesque, qui raconte une histoire d'une fille ou d'un jeune garçon qui a grandi dans une cité. C'est différent. C'est pour ça qu'on dit ouvrage universitaire, cela est en rapport avec les spécialités ou bien un programme universitaire. Alors, on n'aura pas là-bas Esaboto, ville cruelle. Non, mais il y a une première question que Edith a posée Oui. sur l'état des ouvrages. Ça, vous n'avez pas encore. Vous pouvez répondre. Non, en fait, j'avais demandé... je pense qu'il a répondu à la question, est-ce que les universitaires ivoiriens produisent beaucoup de livres? Ouais. Et j'avais demandé la spécificité aussi de... Donc pour l'État, c'était Voilà, moi, mais il d'un a livre répondu pour dire universitaire, qu'il peut confirmer que les ouvrages sont en bon état. D'accord. Combien d'ouvrages? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir le nombre d'ouvrages Les disponibles? référencements, Ouais. peut-être, le nombre de référencements. Des ouvrages bibliographiques de notre bibliothèque ou bien de manière générale? De votre De votre De bibliothèque. notre bibliothèque. Nous avons plus de 30 000 ouvrages. 30 000 ouvrages. Pas mal. Et nous couvrons toutes les spécialités. Juste aussi peut-être à satisfaire nos étudiants, on a de nouvelles filières, comme les sciences techniques. Et nous sommes en mesure maintenant d'acquérir des ouvrages dans cette spécialité-là. Donc, ils seront fournis en ouvrages avant la fin Sachant de que l'année. ces ouvrages J'aurais pensé que vous auriez plutôt intitulé votre forum le forum du livre universitaire. Ouais. C'est pas plutôt? Non. C'est vraiment. Non, mais puis il y a une question de non. voilà, Vous ne vouliez pas circonscrire au livre C'est ouvert, universitaire. c'est ouvert quand même. Je reviens sur les questions de soutenance des étudiants, parce que quand on doit soutenir, on se réfère à plusieurs ouvrages. Oui. Vous avez dit sur 25 000 étudiants, il y a moins de 8% qui sont inscrits à la bibliothèque. Oui. Mais il y a de l'amélioration. Hein. C'est un chiffre en croissance, je veux bien croire. Voilà. Et je sais aussi la qualité de certaines soutenances, parce qu'on est parfois invité à des soutenances. Quand on a fini de soutenir, on a le devoir, ou en tout cas j'espère que l'université demande à l'impétrant de mettre sous livre ce qu'il a appris. Et ces ouvrages, on les retrouve aussi là-bas pour que ceux qui viennent, au lieu d'aller toujours en librairie normale, viennent consulter les prédécesseurs. Est-ce que c'est C'est le cas. C'est le cas. On a le temps de les mettre. On va plus loin en fait. Même en fait, aujourd'hui, on demande aux étudiants sortants à la fois de produire 2 exemplaires physiques de leur mémoire et une version sur clé USB. Cependant, et on y travaille parce que le projet est déjà un acquis, dont je peux en parler. Nous avons proposé un projet à la gouvernance, c'est-à-dire à la présidence, qui a donné son accord. Nous allons mettre en place une plateforme, c'est-à-dire un portail Internet, qui va nous permettre à la fois, c'est-à-dire après l'année prochaine, une fois que c'est acquis, on ne va plus faire les acquisitions physiques. Alors, digitaliser les versions le livre électroniques. universitaire. Et toutes les thèses que nous avons, parce que jusqu'en 2019, je pense qu'avec, on n'a pas fait de publicité, il y a une structure de la place qui a aidé l'université à je vais numériser l'ensemble des thèses qui existaient en 2019. Donc, depuis 2019, maintenant, nous prenons à la fois la version électronique et la version et ce sera même plus facile de retrouver avec ce projet-là, certains avec ce projet, nous pouvons maintenant mettre en ligne toutes les thèses depuis les bureaux, depuis les salles, ils peuvent consulter. Vous pouvez, c'est le cas ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Oui, mais c'est en vue pour cette année. Très Cette bien. année 2022. Merci beaucoup. J'ai vu sur l'autre visuel qu'il y avait une inscription et que c'était payant. Waouh. C'est ça? Oui, bien voilà, sûr. je vois cette inscription payante par D'accord. Orange Money. J'ai vu que les anciens chercheurs devaient payer 30 000. Je me dis qu'eux, ils ont l'argent. Les étudiants, c'est à 20 000 francs l'entrée. Donc, là, tout à l'heure, vous m'avez dit que quand on regarde le GATT, des personnes qui ne lisent pas, mettent une inscription pour un forum universitaire du livre à des étudiants 20 000 francs, sachant que vous payez un ticket de resto, c'est compliqué. Est-ce que vous ne les écartez pas un peu? Non. Ça donne droit à quoi, Ben, bon, déjà, des je avantages rappelle bien, juste pour d'abord dire merci à mon ministre de tutelle, le professeur Adama Diawara, qui a accepté d'être parrain de cet événement, à mon président de l'université, Kwaku Kofi, qui est le commissaire général, c'est-à-dire qui est le garant de cet événement également, et dire que les coûts ont été revus. Voilà. Les coûts ont été revus depuis bientôt 2 semaines à la baisse. Et
J'explique un peu. Les étudiants, c'est 10 000. 10 000 pourquoi? Parce qu'il y a effectivement, c'est un événement de grande taille. L'université accompagne l'événement, mais ne prend pas en charge totalement l'événement. Voilà. L'université accompagne l'événement, ça c'est sûr. Mais il y a la question de la logistique. Il y a la restauration, il y a d'autres choses. Il y a les invités. Il y a C'est des un congrès invités. scientifique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'il y a Donc, des livres dedans au moins? Oui, non, attendez, je viens. Parce que déjà, 10 000 francs, l'étudiant, il a déjà, il participe aux activités, il a au moins une attestation à la fin, il y a la restauration. Pour les enseignants, on a marqué à 15 000 francs. Et pareil aussi, restauration, attestation et kit participants. Très bien. Maintenant, ceux qui sont à 30 000, c'est des auteurs qui doivent avoir un stand. Où est-ce qu'on peut trouver le programme des 2 journées complètes jeudi et vendredi prochain sur où est-ce Bon, qu'on peut on l'a dans le thème des références. On l'a dans le thème des références. pour le grand public. Pour le grand public. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut trouver le programme? Oui, sur le site de l'université, le Très site bien. web de l'université. Le forum universitaire du livre se tiendra donc, je rappelle, les 1er et 2 décembre 2022 au campus 1 et 2 de l'université Alassane Ouattara, avec environ 300 participants invités d'honneur attendus. Merci beaucoup, docteur Josué Armandia. Je rappelle que l'université Alassane Ouattara, à toutes fins utiles, c'est à Boaké. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir été en notre compagnie. On marque une courte pause et derrière, on va évoquer l'histoire permettez-moi que je l'appelle comme ça, l'affaire Assalé Tiemoko et la transhumance. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Alain Toussaint, derrière cet abacos se cache un humoriste. Je pensais que derrière ce tabac se cachait un moboutiste convaincu. Non, il va faire des scores staliniens. Nous sommes de retour. Et là, justement, mesdames et messieurs, je vous permets d'accueillir sur des ovations bien nourries l'un des meilleurs, sinon le meilleur humoriste du moment, Monsieur de Perpignan, qui passe pour... J'ai dit beaucoup de bonnes choses sur vous aujourd'hui. Ah bon, aujourd'hui? Oui. Ah d'accord, c'est bien. On Merci dirait rien beaucoup. sur Gagui Seli alors. Ah non, non, je dirais sur Gagui Seli aujourd'hui. Mais je voudrais... je n'ai pas pu trouver le professeur là. Oui. Il parlait d'ouvrages universitaires, donc c'est ce qui concerne tout ce qui dans les filières. Mais est-ce que quelqu'un qui sort un livre Alassane Ouattara dans le collimateur du PDC, est-ce que c'est un livre quand même qui l'université... Ah, le livre est intitulé Alassane Ouattara dans le collimateur du PDC. Oui. Ça peut être ça le titre du livre. C'est le titre du livre, et le livre, on cherche l'éditeur, on n'a pas encore trouvé, mais ça va sortir. Alors, mon Brico, tu sais ce qu'il faut faire lorsque vraiment on a tout essayé et qu'on a échoué partout, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut retourner au RDP. Alors, non. Parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, un enfant qui ne change pas, va pas changer. L'enfant, là, on dit, l'enfant, là, quand il vient, toi qui étais en voyage, quand même, quand tu arrives au village, il faut aller déposer bagage. Non, il n'a pas déposé bagage. Il allait s'arrêter sur la place publique pour parler de quelque chose. Bon, mon Brico, il dit, il faut regarder devant là-bas. Donc, je regarde devant. Alors, mon Brico, oui, alors, quand on gagne un concours d'espagnol et qu'on dit on t'a récompensé, qu'est-ce qu'on peut te donner comme récompense? Un concours d'espagnol, tu peux avoir un voyage pour aller en Espagne. Ah bon, c'est tout? Oui, c'est pas mal. Et puis de l'argent. De l'argent, d'accord. Donc, quand on fait des concours ici, quand on gagne, il faut donner des choses quand même de l'Espagne. Donc, les parents, tous vos enfants qui ont gagné le concours à Cocody, on va leur donner de la nourriture en espagnol, tout et tout. Débrouillez-vous, et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, mon Brico, je ne suis pas là pour durer. Mais non, moi justement, je voulais évoquer une question importante avec vous. C'est la question de la possession de caniche quand on habite à Koumassi. D'ailleurs, même tu ne gagnes pas pour manger, tu vas prendre aussi caniche pour mettre. Moi, j'ai vu des caniches, ils ont changé de couleur. Caniche est devenu blanc et est devenu chocolat. Bon, peut-être qu'ils valorisent un peu le chocolat ivoirien, mais toi-même, quand tu sais que tu ne peux pas payer croquette pour donner à caniche, c'est pas la peine, parce que croquette à Koumassi, c'est lorsque il y a mariage, il y a baptême, et là, on fabrique croquette. Nous, on ne peut pas aller payer croquette comme ça, cadeau, pour un wowo qui va venir. Normalement, chez nous au village, un wowo doit manger le reste, parce qu'un animal doit respecter l'homme. Cette allusion, on commence à mettre déjà à nous et puis les femmes, même pied d'égalité. Si les animaux aussi même pied d'égalité, on ne sait pas qui va gouverner ce monde. Ça, c'est délicat. C'est pas délicat. C'est sexiste. Non, c'est pas sexiste. Non, il dit déjà, c'est un fait. C'est personnel, c'est un fait, c'est un constat. J'ai vu des baleines venir échouer sur la terre pour crier au secours, tuez-nous. Et ils sont morts, ils ont échoué. Voyez. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que Dieu nous a créé les animaux pour que... Maintenant, nous, on est là, on les caresse, on crée même des ONG pour les protéger. Voilà, maintenant, on dit les végétariens. Tu as vu comment la forêt est en train d'être détruite? Non, c'est pas à cause des végétariens, ça. Mais si, moi, je l'ai fait. Monsieur de Perpignan, merci.
Je ne sais pas si Edith, vous avez compris qu'il n'y a pas de rapport. Ne cherchons aucun rapport. Oui, mon Brico, je m'en vais. Je voulais le faire trébucher. Écoute, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un fait un câlin à ta femme, si ça dépasse 20 secondes, c'est que c'est de l'infidélité. Je vais chronométrer. Merci, monsieur le Perpignan. J'essaie, chaque fois qu'on évoque la question des femmes, vous... Mais tu sais, je suis là pour... Non, monsieur de Perpignan, il ne pense pas toujours ce qu'il dit. Je le titille. Voilà. Mais après, il a évoqué le fait qu'on soit... il a vraiment évoqué le fait qu'on soit au même pied d'égalité, les femmes et les hommes. Ça, par contre, ça vous a fait plaisir. Oui, c'est clair. Très bien. C'est clair. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on va ramener un caniche au même pied d'égalité que... Il n'y a aucun rapport, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut être délicat, il faut préciser les choses. C'est très important, surtout à l'heure actuelle. Ça va. On adore les femmes. On les respecte. Je sais. Voilà. Et en ce moment, il y a le... Non, les 16 jours d'activisme qui ont démarré contre les violences faites aux femmes. Exactement. Oui. Il y a même des campagnes qui ont été lancées. Oui, je porte ce combat-là. Et je pense comme tous les hommes sur ce plateau. Oui. Contre les violences faites aux femmes, je sensibilise. Oui, c'est très bien. Tu es un Iforchi. Je suis Iforchi. Oui. Je suis tellement Iforchi que je pense que dans ma tête, je commence vraiment à être un Chiforchi. Ça, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Là, il faut aller voir un médecin quand même à ce niveau-là. Très bien. Bon, il y a le JT. Sûrement, ça paye. Enfin, non, je ne sais pas, personne n'en a parlé, donc du coup, je me suis dit, je vais venir en t-shirt la prochaine fois. Aux couleurs arc-en-ciel. Alors, je suis en train de... Non, je me pose des questions en ce moment. Je me pose des questions parce qu'il était convenu qu'on aborde la question de la transhumance de Tia Salé. Oui. Je regarde le timing. On peut commencer et terminer après le JT. Mais alors... vous connaissez le paradoxe du présentateur. Voilà, il vit une situation extraordinaire, vous lancez un élément, souvent on vous dit non, vous lancez un élément. Là, du coup, on m'a dit... Il y a des voix qui te parlent dans la tête actuellement. Là, on m'a dit, le JT est prêt. 30 secondes avant, on m'a dit, bon, vous savez, vous pouvez. Là, on dit, le JT est prêt. Donc, du coup, je fais, le JT est prêt, on va au JT. Et on se retrouve juste derrière pour en parler. On parlera de la question de la transhumance à Tia Salé. Transhumance d'électeurs à Tia Salé, dénoncée donc par M. Salé Tiemoko. Et puis, notre invité pour la suite. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci dans notre compagnie. Sharon Camara présentait le JT. Elle sera là demain à la même heure. Et puis, entre-temps, mon ami et frère Jean-Marc Seka, lui, présentera le JT 12h45. Les amis, on va évoquer tout de suite, avant de recevoir notre invité ce soir, qui est l'ambassadeur d'Allemagne. Eh bien, avant notre invité, nous évoquions donc la question de la transhumance des lecteurs à Tia Salé. Les faits, et Daouda, il aime bien cette séquence-là, les faits, eh bien, ce sont des faits qui sont rapportés par le député maire Assalé Tiemoko à propos de cars, de transport, d'électeurs. Bon, dans sa en localité. s'appuyant effectivement sur les faits, comme tu le dis si bien, le député maire de Tia Salé, Assalé Tiemoko, à travers une publication sur sa page Facebook, a alerté l'opinion publique sur l'enrôlement des habitants d'Abobo dans sa localité. Donc l'élu a dit que... Sur l'enrôlement d'habitants d'Abobo? Oui. Selon lui, des habitants d'Abobo auraient été transportés dans des cars de 70 places et des mini-cars pour aller à Tia Salé pour se faire enrôler. Et il a dit que le rythme de l'enrôlement était de 5 à 10 enrôlés par jour au centre de Tia Salé depuis le 19 novembre. Mais visiblement, le 27 novembre, ce nombre est passé à 500 personnes. Donc, poursuivant, Assalé Tiemoko déclare que des jeunes hommes et des jeunes filles ont été transportés pour être enrôlés là-bas. Et renseignement pris, on dit pourquoi on vous transporte comme ça? Eh bien, on lui a donné la réponse... selon laquelle le président de la CUI a estimé que c'est quelque chose qui était possible. Voilà. Donc on pouvait être d'un quartier ou d'une commune et se faire enrôler dans une autre. Voilà. Mais il faut être clair sur la question. Tout ça part en fait de l'ambiguïté de l'article 9 du Code électoral. Que la loi qui dit que tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire au choix sur la liste électorale de l'une des circonscriptions électorales suivante, celle dans laquelle il a son domicile, celle dans laquelle il a sa résidence depuis au moins 6 mois. Je m'arrête là. Mais en fait, la loi va encore plus loin. La loi dit que sont dispensés de ces preuves-là les Ivoiriens qui sollicitent une première inscription sur la liste électorale.
Donc, en gros, les nouveaux majeurs ou bien les personnes qui n'ont jamais pris part à une élection en Côte d'Ivoire, qui veulent s'inscrire pour la première fois, s'il veut s'inscrire à Goïtafla, à Valaré, à Bouna, à Tabou, il va y s'inscrire. Oui, mais simplement. Je ne vois pas. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Oui, c'est juste, mais je ne vois pas où est l'ambiguïté quand des individus détournent à d'autres fins la loi. Excusez-moi, mais 500 nouveaux majeurs résidant à Abobo, qui auraient tous envie d'aller s'enrôler à Tiasalé, excusez-moi, mais ça pose quand même question. Mais voilà. Moi, la question que ça me pose, en fait, c'est un problème. Dites-moi, après vous allez vous poser. Voilà. Posez-vous les questions. Oui, voilà. Donc je veux dire, écoutez, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est toujours la source des politiques. Il y a toujours l'interprétation qu'on fait des textes. Et puis ça débouche sur des violences. À un moment donné, il faut arrêter. Si les faits sont avérés, je pense qu'il faut que la justice s'en saisisse officiellement et qu'on règle ce problème-là. Parce que, écoutez, là, on est déjà dans une forme de crise préélectorale. Et au moment des élections, ça va castagner fort. Et après les résultats, il y aura encore de la bagarre. Donc, à un moment donné, il faut faire de la prévention. Moi, je pense que la responsabilité d'un homme politique, ce n'est pas de faire des arrangements avec les textes. Ce n'est pas de gagner une élection avant qu'elle ait eu lieu. Il faut aller sur le terrain dans sa circonscription. Ceux qui peuvent voter doivent être des résidents de la circonscription. Maintenant, si des agents électoraux de la CEI laissent ces personnes-là s'enrôler, alors même qu'il est apparu que ces personnes ne résident pas à Tiasalé, ça pose un problème. Alors, à ce propos, il y a eu des choses, parce qu'il y a eu des tentatives d'opposition à l'enrôlement de ces personnes. Et à M. Assalé Tiemoko, qui a, dans ses faits, qui a même eu au téléphone le président de la CEI, il a été demandé de constater par voie d'huissier ce qu'il considérait comme être un abus. Et justement, après, de déposer donc cette plainte-là. Moi, en fait, mon problème ici, en fait, c'est que je pars du principe que la loi, elle a été claire en la matière. Parce que là où Alain a raison, quand il dit que c'est les politiciens qui sont à la base de ce problème-là, il a raison. Dans la mesure où les politiciens, au lieu de se battre pour que la loi sorte dans les normes, pour ne même pas qu'on puisse sortir, pour ne même pas qu'il y ait de jurisprudence, qu'on appelle ça, de jurisprudence, justement, ils ne se battent pas pour ça, on se bat plus pour aller siéger à la CEI, ou bien quand on est à l'Assemblée nationale, parce que je le dis, Assalé Tiemoko, il est député maire, mais c'est à l'Assemblée nationale qu'on doit se battre pour ne pas que cette loi passe. Mais dès l'instant que tu as été débouté à l'Assemblée nationale et que la loi est ambiguë, franchement, parce que finalement, c'est ouvert. C'est 2 minutes sur la question. C'est ouvert. C'est un problème, je pense, qui est récurrent et qui revient à chaque élection, surtout dans les élections municipales ou les élections législatives, mais surtout municipales. On a ce vide-là. Sans dispenser de cette preuve, les Ivoiriens qui sollicitent une première inscription sur la liste électorale. Bon, après, je ne suis pas une spécialiste des textes des élections, mais pourquoi les Ivoiriens qui solliciteraient cette première inscription sur la liste électorale seraient dispensés de justifier de leur présence sur leur résidence dans cette zone. C'est à eux qu'on devrait demander même la résidence. Parce que c'est finalement un bétail électoral qu'on peut exploiter à toutes les fins possibles. D'où la question de faire réglementer ça par les députés et c'est ce qui par les aurait hommes dû politiques. être fait même lors du dialogue politique. Il y a eu plein de choses qui ont été demandées, mais c'est des points de tension qui vont forcément déboucher sur des violences, comme tu le disais, parce que si ça c'est négligé, ça porte facilement à l'interprétation, parce qu'ils sont venus dans la commune, et ils sont venus à Tiasalé. Ils étaient convoyés. Et par car. Et par car. Ils peuvent venir justifier de documents ou, comme j'ai vu ici, certificat de nationalité. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut changer de lieu. Voilà, pour quelqu'un qui veut changer de lieu, tout est possible. Je vous promets de regarder quelques images. Quels sont les éléments de preuve contre ça, finalement regardez. Qui va le prendre la CEI centrale, puis bien, celui qui me demande de faire le constat. Tu vas faire un constat, interroger les agents de la CEI, constater qu'il y a un erreur là, et que nous on dit qu'ils ne sont pas d'ici. On fait le rapport, et on va mettre ça. Donc il faut faire le rapport. Il faut aller faire ça. Tu es habilité à rentrer. Tu es ici, tu es habilité à rentrer, allez faire ton constat. C'est une locale là. C'est une locale. Donc, d'un lycée, il a été réquisitionné par monsieur le maire pour faire un constat. Vous répondez à ces questions. Vas-y. Vous partez avec. Oui, c'est le président. C'est le président de la CEI locale. Regardez le constat. Vous attendez, quand il va finir, vous pouvez lui poser la question.
La transhumance dans tout son état. Voici des inconnus qu'on envoie dans la ville de Tchassalé. Ils sont... Ok. Vous avez pu voir les images. Raina, vous voulez nous dire quelque chose? Oui, franchement, moi, c'est une situation. Je suis totalement d'accord avec les points donc, de Daouta, mais surtout celui d'Alain qui indexe donc, la responsabilité de ces hommes politiques. Mais surtout, moi, je pense qu'on a une période où il y a quand même un certain éveil de conscience, notamment chez la jeunesse. Et cet éveil de conscience devrait aller jusqu'à la recherche de l'information, l'éducation sur. Je veux dire, moi, on ne peut pas venir me ramasser comme ça pour me mettre dans un car, pour m'emmener dans une autre localité pour m'enrôler. À un moment, je vais me poser des questions sur pourquoi est-ce que c'est là-bas que je vais m'enrôler. On a même promis 10 000 à ces personnes. Ils ont Voilà. promis 10 000 Donc, francs à un par moment, personne. je pense que c'est vrai, malheureusement, en Afrique, on est bien loin de cette belle démocratie où la responsabilité politique de chaque homme politique est respectée. Mais je pense quelque part qu'on doit aussi indexer la responsabilité de ces jeunes qui se font ramasser comme ça, et qui sont conscients quand même qu'ils vont faire un acte. Peut-être qu'on joue sur leur vulnérabilité. Non, on joue sur leur vulnérabilité, mais justement, c'est ce que je dis. On ne va pas rester comme ça dans des victimisations en disant que la situation est là, c'est ce qui est. Il faut changer la loi. Non, au-delà de la loi, il y a une responsabilité à avoir. Moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir me soulever pour m'envoyer à Tchassalé pour me dire de m'inscrire là-bas? Oui, parce que tu je n'as ne pas vis pas faim, là-bas. Rihanna. Non, mais c'est pas parce que je n'ai pas faim. Ce n'est pas parce que je n'ai pas faim. faim. C'est parce que je suis quand même éduquée quelque part. Non, mais Rihanna, C'est parce il a que j'ai raison, une c'est parce que tu n'as pas responsabilité. faim, parce que Non, c'est c'est pas question de vous vous situer. situer. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pas ramener la conscience, C'est pas que la électorale Je veux dire, tout le monde a une responsabilité morale. S'il vous plaît, vous parlez tous Tout le ensemble. monde a une Vous parlez tous responsabilité ensemble. morale. Bon, vu qu'on parlait tous ensemble, et Il n'y a s'il pas vous plaît. que la faim. Bon, allez. C'est la responsabilité morale. Je suis obligé C'est de la loi passer qu'il faut sur changer. Il faut notre éduquer aussi. invité pour la suite. C'est complémentaire. Je sais, merci. C'est Merci, beaucoup. complémentaire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Je vous annonce notre invité, c'est son Excellence l'ambassadeur Ingo Herbert, ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît, sur le plateau du Grand Hall. Son Excellence vous fait l'honneur et l'amitié d'être présent ce soir sur notre plateau. Bonsoir Excellence, merci de vous installer. Avec vous, donc, on va évoquer l'axe Abidjan-Berlin. Alors, ce qui est important de dire, c'est que vous rentrez... L'axe Abidjan-Tiasalé. Non, l'axe Abidjan-Tiasalé. Excellence, vous rentrez d'une réunion donc, avec le Premier ministre. Donc, voilà, vous avez souhaité, vous avez même écouté votre entretien parce que vous deviez être présent sur ce plateau-là. Franchement, pour nous, On est honorés. Parce qu'on en connaît d'autres, juste à l'évocation d'une rencontre, ils ont annulé une émission. C'était le dialogue de partenariat entre l'Union européenne et le gouvernement et avec tous les ambassadeurs. Très bien. Alors, dites-moi, Excellence, comment se porte la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne globalement? C'est la bonne question. Comme on a vu aujourd'hui, l'Union européenne, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, ce sont des relations stratégiques, amicales, oui. Mais particulièrement avec l'Allemagne, j'ose dire, on a des bonnes relations officiellement, mais encore aussi beaucoup d'opportunités pour approfondir les relations. Comme Allemands, on apprécie qu'on a atteint, mais on pense déjà en avant qu'est-ce qu'on pourrait encore faire pour améliorer, dans ce cas, les relations. Et là, je trouve la Côte d'Ivoire, c'est encore à découvrir du côté d'Allemagne, et du côté de la Côte d'Ivoire aussi, l'Allemagne est encore à découvrir. Il y a des échanges bilatéraux en perspective, donc dans une échelle plus grande, et c'est une bonne nouvelle pour dire que la coopération ivoiro-allemande se déroule très très bien, justement. Vous parliez de cette coopération stratégique-là. Elle prend en compte quel secteur particulièrement, la coopération ivoiro-allemande? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Oui, il y a plusieurs domaines. On a discuté très long aujourd'hui sur ce thème, sur la situation internationale. Là, on partage les mêmes valeurs. Pour la plupart, on soutient le multilatéralisme. Les deux pays, on travaille bien ensemble. Il y a des investissements, Excellence? Investissement, ça c'est un autre thème. D'abord, les relations, parce que ça c'est important, c'est le cadre des relations. Qu'on travaille bien dans le cadre des Nations Unies et la Côte d'Ivoire, c'était vraiment un des pays importants de l'Afrique qui ont clairement dit, par exemple, la guerre de la Russie contre l'Ukraine,
c'est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes. Et c'est juste, et là on était d'accord et on a salué ça. Des relations bilatérales, la coopération depuis longtemps, presque dès les débuts, c'est à la base des relations, aussi la culture avec l'Institut Goethe depuis plus de 50 ans et vous êtes le pays avec plus des élèves qui ont choisi comme deuxième langue étrangère l'allemand en Afrique, en Afrique subsaharienne. Alors, on a ces relations depuis longtemps. Investissement, relations commerciales, économiques, bon, je dois avouer, je crois comme aussi les autres pays des G7, des grandes nations industrielles, on a accepté ces chasses-la-gardée de la France. On n'était pas trop engagé. On est beaucoup plus engagé en Nigeria, en Ghana. Peut-être on pourrait discuter la langue, c'est aussi un autre facteur parce que, comme je dis toujours, on parle bien l'anglais en Allemagne, mais le français, c'est oui, une partie a choisi comme deuxième langue étrangère, mais aussi très souvent comme ici, c'est l'espagnol aussi en Allemagne. Alors on ne parle pas, on ne trouve pas des gens qui parlent bien le français et ici des entreprises, peut-être environ 30 qui sont engagées, très souvent aussi par des entreprises ivoiriennes ou des propriétaires. Par exemple, ce n'est pas un secret, Volkswagen fait partie des Africom, du groupe Billon, alors ce n'est pas directement présent. On est beaucoup plus présent dans des autres pays. Et là, il y a un intérêt. Mais ça, je dois aussi de plus en plus, l'intérêt pour la Côte d'Ivoire est en train d'être grandissant. Et qu'est-ce que vous mettez en place pour que cet intérêt devienne beaucoup plus grandissant en Côte d'Ivoire? Parce que si on demande, je pense à un Ivoirien lambda dans la rue, est-ce que vous percevez les actions menées par l'ambassade d'Allemagne à travers ces différentes initiatives? Peut-être qu'il ne saura pas répondre, il ne va peut-être dire non en fait. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour pouvoir intensifier, améliorer peut-être cette connaissance des relations que la Côte d'Ivoire a avec l'Allemagne? Oui. Premièrement, vous avez des produits ici de l'Allemagne. La technologie, on me parle beaucoup de la technologie, c'est là, mais pas des entreprises allemandes directement. Et pour moi, l'essentiel, par exemple, est d'être vraiment présent avec ce qu'on appelle une chambre de commerce ou une délégation de l'industrie allemande. Et là, on a, avant Covid, déjà signé avec le gouvernement ivoirien tous les accords. Et le bureau, c'est en train de s'établir. La directrice a commencé en 1er novembre et j'espère l'ouverture va être la première moitié de 2023. On a déjà un Import Promotion Desk pour les PME. On a des correspondants ici, mais ça, c'est vraiment clé. Jusqu'à présent, c'est Accra. C'est Accra qui est responsable pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce qu'il y a de nombreux Ivoiriens qui recherchent aujourd'hui la destination Allemagne dans les demandes de visa, pour les études, pour le tourisme? Est-ce qu'ils sont nombreux les Ivoiriens qui ont envie d'aller découvrir, par exemple, l'Allemagne? Je dis toujours, avec tant des élèves, malheureusement pas assez, pas encore. Mais cette année, je dois déjà avouer, même les chiffres de pré-Covid, on a atteint en mois de septembre. Et normalement, octobre, novembre, ça descend, mais n'a pas. On a encore maintenant aussi 5 semaines d'attente, mais on va avoir un tiers plus que même avant Covid. Alors l'intérêt est là. Il a soulevé un point tout de suite qui m'intéresse. Il a parlé de l'intérêt grandissant que l'Allemagne a pour la Côte d'Ivoire. Finalement, qu'est-ce qui motive cet intérêt? Est-ce que c'est la stabilité économique? Est-ce que c'est la croissance économique? La stabilité politique? Qu'est-ce qui fait que vous avez de plus en plus un intérêt pour la Côte d'Ivoire? Oui. Premièrement, je crois
c'était peut-être l'héritage de la chancelière Merkel en Allemagne, on a réalisé notre voisin naturel, comme l'Amérique latine pour les États-Unis, c'est l'Afrique. Et il faut investir plus, et pas seulement dans la coopération, comme dans le passé, mais vraiment aussi pour un développement économique. Et nous sommes liés aussi avec la migration, mais si vous me demandez, il n'y a pas trop d'Ivoiriens en Allemagne. On a, je dis toujours, à peu près seulement 7000 Ivoiriens, Ivoiriennes en Allemagne, 2000 par la migration irrégulière, mais on a 8000 étudiants de Cameroun. Alors, quelle différence? Bon, c'était une fois une colonie, mais c'est plus de 100 ans. Moi, j'aimerais parler d'éducation excellente. C'est que je me rends compte que l'Allemagne investit beaucoup dans l'éducation en Côte d'Ivoire, notamment dans tout ce qui est enseignement technique et formation professionnelle. Vous avez investi dans les photovoltaïques et autres avec le GIZ. Ouais, pourquoi ce dévouement pour l'enseignement technique et la formation professionnelle? Oui, quand je suis venu il y a 2 ans, chacun a mentionné du gouvernement, du Premier ministre ou les autres, vous avez un modèle spécial, c'est juste de l'alternance en Allemagne. On veut que vous vous engagez plus dans la formation professionnelle. Et de notre coopération, c'est devenu maintenant une priorité comme l'énergie renouvelable, comme biodiversité et comme le soutien pour les PME et la création d'emplois. Mais la formation, je crois aussi, c'est à la base parce que chez nous, c'est aussi bien apprécié. C'est aussi une question de mentalité. Avec toutes les usines qu'on connaît qui existent en Allemagne, toutes les industries, donc au niveau de l'Allemagne. Donc je crois que c'est un peu ce qui motive un peu le choix de la formation professionnelle aussi en même temps. Mais chez nous, c'est un système, on a, avec les chambres de commerce, chaque entreprise est obligée d'être membre et les entreprises sont prêtes aussi de former, d'investir dans les jeunes. Et l'État, il est responsable pour les écoles. Mais par exemple, comme apprenti, 4 jours, vous êtes pour la pratique dans une entreprise avec un salaire minimum et 1 jour le vendredi, vous allez à l'école pour apprendre pourquoi je fais ça. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, vous avez parlé de valeurs communes que vous partagiez avec la Côte d'Ivoire en évoquant l'Ukraine. Je voulais savoir d'abord, première question, quelles sont ces valeurs? Est-ce que l'alignement des pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire en particulier, sur la position de l'Union européenne conditionne en quelque sorte ce partenariat? Parce qu'on a quand même entendu ici et là l'écho de pression que l'Union européenne, dont fait partie l'Allemagne, exerce ou exercerait sur des pays d'Afrique afin que ceux-ci s'alignent sur la position de l'Europe en ce qui concerne le dossier ukrainien. Alors, ces valeurs, quelles sont-elles? Déjà. Non, on apprécie beaucoup la Côte d'Ivoire comme un partenaire. Et la Côte d'Ivoire a clairement dit on ne fait pas partie de l'Ouest. Mais on est avec vous dans cette question parce que cette attaque, c'est contre le principe de la Charte des Nations Unies, comme de non-violation des frontières, de maintien de la paix, de ne pas agresser. Oui, attaquer sans raison une autre nation. Non, parce que bon, je suis l'ambassadeur d'Allemagne. Pourquoi on a ça, ce système? Il y a déjà, il y a 100 ans, des idées pour le droit international public d'une communauté internationale, mais c'était après la Deuxième Guerre mondiale, après les crimes qu'on a commis, comme l'Allemagne, où on a la responsabilité qu'on a créé un système de droit international public basé sur la paix, sur un développement et le respect des droits humains. Très bien. Alors, juste relancer l'ambassadeur. Le dialogue entre la Côte d'Ivoire, qui est quand même le premier producteur mondial de cacao, et l'Union européenne, on a aussi le sentiment que
des questions environnementales interviennent dans ce dialogue. Et les pays producteurs de cacao parlent aussi de chantage fait par l'Union européenne, par les pays membres en ce qui concerne l'exportation de nos produits vers le territoire européen. Donc il y a quand même un vrai problème au niveau de ce dialogue-là, parce que ce que vous dites, c'est bien, mais dans la réalité, on a l'impression que ce n'est pas toujours le cas. Oui, mais vous avez soutenu le dialogue. Vous avez raison. En Allemagne, 60% de notre chocolat vient de la Côte d'Ivoire. Alors, on a un intérêt d'être en dialogue si on a une législation qui va venir. Et en Allemagne, on a déjà, pour protéger l'environnement, ou aussi les droits humains dans la production dans les autres pays. Chez nous aussi, ce n'est pas seulement le cacao, ce sont aussi les textiles qui sont produits en Bangladesh sous les conditions pas vraiment acceptables. Et là, on est entré dans un dialogue sur les questions parce qu'on a bien compris, nous sommes des partenaires et nous avons quand même un intérêt qu'on va trouver une solution. Et il faut dire, les consommateurs chez nous, ils sont prêts aussi d'accepter peut-être un prix élevé, mais si c'est un chocolat sans déforestation, sans participer sans travail des enfants. Sans travail des enfants. Et aussi, on a discuté beaucoup sur ça aussi aujourd'hui, un revenu décent. Les paysans. Et c'est juste, quand on a introduit cette législation chez nous, déjà nationale, maintenant ça vient de l'Union européenne, on a eu dans le comité du Parlement des hearings, des auditions, et là l'industrie du chocolat, l'industrie a vraiment dit non, on est prêt parce que les consommateurs vont accepter une augmentation de prix. Si à la fin, vraiment, les planteurs sur le terrain reçoivent des revenus décents. Soit payé à la juste valeur. Excellence, Ingo Ebert, je rappelle, vous êtes ambassadeur d'Allemagne. Vous mangez à locaux? Oui, j'aime bien. Je suis végétarien. Très ouais. souvent, je choisis ça. Monsieur de Perpignan apprécie. Donc on est responsable d'un certain nombre de choses. On a eu la chance d'avoir la chancelière Angela Merkel à Abidjan, une visite prochaine du chancelier Olaf Scholz ici, en Côte d'Ivoire, est prévue? Ce n'est pas prévu, mais je crois comme Angela Merkel, il a bien réalisé l'importance de l'Afrique. Jusqu'à présent, il était je crois, au Sénégal à cause de la présidence de l'Union africaine. Il était en Afrique du Sud, il était en Nigeria. Mais oui, je crois, parce que pour moi, la mission, c'est vraiment d'expliquer toujours le hub pour le pays francophone en Afrique de l'Ouest. C'est Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Merci, Excellence. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup. On aura certainement d'autres occasions de vous retrouver sur notre plateau en fonction de votre agenda. Même si on n'a pas. Ah oui, vous avez oublié. Qu'est-ce que vous buvez? En fait, rien. On est végétarien. Nous, on a été très, très heureux d'être dans votre compagnie. Ça, c'est le rien du végétarien. Oui, on a dû imaginer ça. On a dit, bon, c'est pas si l'ambassadeur. Voilà, du coup, c'est une vraie avis de M. de Perpignan. Merci, Excellence. Merci à tous les autres. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Tous se joignent à moi. Pour vous souhaiter une bonne fin de programme. André Bois vous retrouve pour la suite. Ce sera dans Immersion. Nous, c'est demain sur ce même plateau qu'on vous donne rendez-vous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et le monde. À demain.